Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du samedi 21 juin 2025 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, l'enquête se poursuit concernant l'affaire d'empoisonnement survenue samedi dernier. Bien que certains suspects aient déjà été placés en détention provisoire dans la nuit d'hier, la justice reste ferme et rejette les demandes de mise en liberté provisoire de ces personnes. Les détails. Les personnes soupçonnées dans l'affaire d'empoisonnement alimentaire survenue samedi dernier à Imirkasine ont été placées en détention provisoire hier soir après leur audition devant le tribunal. Selon le procureur de la République près du tribunal de première instance Narin Jarakotunien, certains d'entre eux étaient présents lors de la cérémonie, d'autres non. Des éléments de preuve ont permis de justifier leur détention. Le rapport du procureur de la République indique que l'examen des téléphones portables des suspects a permis de confirmer leur échange, notamment via des appels téléphoniques et l'application. Lors de la perquisition des domiciles des personnes mises en cause, certains éléments compromettants ont également été découverts, permettant de renforcer les charges retenues contre elles. Par ailleurs, les images des caméras de surveillance de l'espace où s'est déroulé l'événement ont été visionnées, révélant les gestes et comportements de chacun. Les suspects ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès. La demande de liberté provisoire n'est pas acceptée par le parquet. L'enquête se poursuit. Le juge d'instruction, la police et la gendarmerie procéderont à de nouveaux interrogatoires et auditions d'autres personnes. Pour rappel, selon la loi, l'empoisonnement est passible de travaux forcés à perpétuité. Toujours dans ce contexte, le nombre total de décès liés à cet empoisonnement s'élève désormais à 22 selon les statistiques officielles communiquées ce jour. Parmi eux, 19 personnes sont décédées à la JRA, tandis que 3 autres ont perdu la vie en dehors de l'établissement. Par ailleurs, un nouveau cas a été enregistré sur place hier, portant à 52 le nombre total de patients pris en charge. Sur ces cas, 8 patients soignés à la JRA ont pu rentrer chez eux, tandis que 25 autres restent actuellement en traitement. Et dans un tout autre sujet, une cinquantaine d'enfants ont été circoncis dans le 4e arrondissement d'Antananarivo. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une campagne de circoncision collective organisée par les conseillers issus de la plateforme IRMAR au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Selon les précisions apportées, l'objectif est de soulager financièrement les familles en cette période précédant la fête nationale. Antonia Martina, Sech Anjanab. Ils sont 50 petits garçons à avoir bénéficié gratuitement de cette circoncision, une initiative du groupe IRMAR auprès de la commune urbaine d'Antananarivo. Il s'agit d'une œuvre caritative qui sera effectuée dans les 6 arrondissements de la capitale. Pour la journée d'hier, c'est le 4e arrondissement qui en a profité. L'objectif principal est d'alléger la charge financière des parents. Cette action sociale s'inscrit également dans le cadre des célébrations de la fête nationale. En plus des jouets offerts aux enfants circoncis, des activités comme la sensibilisation à la levée du drapeau et à la distribution de petits drapeaux ont aussi été organisées pour ceux présents sur place. 5 ressortissants chinois font actuellement l'objet d'une enquête à Tuamasin suite à l'exploitation illégale d'or à Anjurangalav, à Brickaville. Tous les équipements qu'ils utilisaient ont été saisis. Les détails. Cinq ressortissants chinois et un interprète malagasy ont été appréhendés en pleine exploitation aurifère dans le Fukutan d'Anjangulav, district de Brickaville, mardi dernier. Lorsque les agents de la police des mines et de la direction régionale des mines de la région d'Atsnanan leur ont demandé leur autorisation d'exploitation, il s'est avéré qu'ils ne possédaient aucun permis conforme à la législation minière en vigueur. Par ailleurs, le site où ils opéraient n'a été attribué ni à une entreprise, ni à un particulier disposant d'une autorisation légale. Les équipements utilisés ont été immédiatement saisis et les ressortissants chinois ont été transférés à Tuamasin pour une enquête approfondie. Le ministère des Mines incite toujours la population à intégrer le secteur formel afin que les retombées économiques puissent bénéficier aux communautés locales et à l'ensemble du pays.
Agriculture, les produits agricoles des paysans de la commune de Talatamat sont mis à l'honneur lors de la foire Saint-Abar-Santa Bukac qui a débuté jeudi dernier et se poursuivra jusqu'à demain. Ce qui distingue cette édition, c'est l'élargissement des expositions à d'autres secteurs d'activité. Détails sur les images de Yves Janel. Parmi les agriculteurs de la commune de Talatamat figure Zach, originaire du Fouktan Faralaz. Ils produisent diverses variétés de légumes tout en respectant l'environnement, tant au niveau du sol que de la surface. Aucun produit chimique n'est utilisé, seules des matières locales entrent dans le processus de production. La foire Saint-Abar-Santa Bukac dans la commune de Talatamat ne se limite pas cette année à l'agriculture et à l'élevage, elle s'ouvre également à d'autres secteurs comme l'artisanat et les métiers manuels. L'objectif est de permettre aux entrepreneurs de trouver des débouchés commerciaux. La foire Saint-Abar-Santa Bukac se poursuit dans la commune de Talatamat jusqu'à demain. Et puis la remise en état rapide des infrastructures de production agricole dans le district de Marouantséch sera étudiée de près, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La dégradation des principaux barrages irriguant les plaines figure parmi les causes ayant entraîné la baisse de production rizicole dans le district de Marouantséch, d'après les doléances des paysans de la commune d'Anzan lors de leur rencontre avec le ministre. Toujours selon les explications, le district de Marouantséch n'a rien à envier aux autres régions en termes de rendement rizicole. Andoniana Martina, Zaranjiansu. Marouantséch fait partie des districts producteurs de riz à Madagascar, situés dans la région Ambatsou. Toutefois, en raison de la dégradation des infrastructures de production locales, les plaines subissent une baisse de rendement. Pour résoudre ce problème, l'État met en œuvre le projet FSRP financé par la Banque mondiale. Ce projet sera principalement axé sur la réhabilitation des infrastructures agricoles endommagées, notamment les barrages, comme l'a expliqué le ministre Sergio Adarsan. Dans ce cadre, des techniciens seront déployés pour inspecter sur le terrain les infrastructures dégradées et en évaluer l'état. Le district de Marouantséch fait partie des bénéficiaires de cette initiative, comme l'a indiqué le ministre devant la population de la commune d'Anzan. L'objectif est de mettre en place des solutions durables pour réaliser la vision de l'État, augmenter la production agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Des formations ainsi qu'une distribution de semences seront également proposées aux paysans de Marouantséch. Dans les actualités internationales, au moins 43 Palestiniens tués par l'armée israélienne à Gaza ces dernières 24 heures. Les territoires palestiniens demeurent ravagés et affamés par plus de 20 mois de guerre. France 24. Oui, ça s'arrête pas, ce piège d'aide alimentaire, ça s'arrête pas, c'est presque tous les jours. Ils demandent aux gens de venir accueillir ou bien recevoir des colis ou bien des sacs de farine. Et à chaque fois, il y a des gens ou bien il y a des dizaines de milliers qui y vont. Malheureusement, il y en a pas mal chaque jour, entre 20 et 30 personnes se font tuer dans ces zones-là, surtout dans la zone de Rafah et le corridor de Netzarim. Malheureusement, les gens, la question qui se pose, pourquoi les gens y vont alors qu'ils savent qu'ils vont être tués, c'est juste parce qu'ils sont morts dans les deux cas, parce que ces gens-là qui vont chercher de l'aide humanitaire, ce sont des gens affamés qui veulent donner à manger à leurs enfants, parce que ça fait 3 mois qu'on subit un blocus hermétique sur la bande de Gaza, plus rien qui entre, et malheureusement, c'est le seul choix pour les gens, et c'est pour ça qu'on trouve des femmes, on trouve des jeunes, on trouve des personnes âgées, tout le monde y va justement pour qu'il essaye de trouver quelque chose à faire nourrir à ses enfants. Malheureusement, il n'y a pas d'autre aide alimentaire qui entre de façon constante, même l'aide humanitaire qui devait entrer après l'accord de la libération d'Alexandre entre les Américains et Hamas, qui normalement c'était 100 camions par jour. C'est pas du tout ça. Ce qui rentre, c'est tous les 2-3 jours. On a 20 camions qui passent avec de la farine et c'est pas du tout suffisant, surtout dans des conditions de vie très très difficiles pour la bande de Gaza, qui non seulement subissent des massacres et des boucheries, mais aussi qui subissent la famine et n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Oui, normalement, ils ont créé 3 centres de distribution de cette compagnie-là, ou bien cette association-là qui s'appelle GHF.
Gaza Humanitarian Aid et Foundation, pardon. Et malheureusement, ces 3 centres de distribution, c'est des centres de pièges pour les Palestiniens. Il y a un centre au sud de la bande de Gaza, à l'ouest de Rafah. Il y a un autre dans ce qu'on appelle le corridor Netzarim, qui est créé aussi par l'armée d'occupation, et le nord qui est à côté de Zekim, qui font entrer de l'aide humanitaire qui passe par cette zone-là. Et c'est une zone où normalement c'est de l'aide humanitaire qui passe pour les Nations Unies. Les 2 points principaux pour la distribution, c'est le corridor de Netzarim et le sud de Rafah. Mais malheureusement, et à chaque fois, il n'y a pas d'organisation. Ils font exprès que ça soit toujours la bousculade pour qu'ils justifient les tirs sur les gens, parce qu'ils peuvent faire autrement, ils peuvent organiser la distribution. On a toujours fait recours aux Nations Unies, des établissements locaux qui peuvent faire la distribution, mais là, ils veulent que ça soit le chaos, ils veulent que ça soit de cette façon-là, ils veulent que ça soit des milliers de personnes qui vont pour se précipiter pour avoir un colis, parce que malheureusement, les premiers arrivés sont les premiers servis, et toujours trouver un prétexte pour les tuer. Et malheureusement, les gens, ils n'ont pas le choix, ils vont tous les jours. Canicule en France, quelles conséquences sur les productions agricoles et la santé des travailleurs? Réponse dans ce reportage de France 24. Ce sont les heures les plus chaudes de la journée. Sous le soleil, il fait 34 degrés. Et pourtant, Éric Barbet fauche l'herbe, comme si de rien n'était. Il fait chaud, mais bon, on s'adapte en fait, on est assez habitué quand même. On travaille tous les jours dehors, donc après on va à notre rythme. Ces travaux de débroussaillement ne sont pas urgents et pourtant, ces éleveurs sont au travail. La chaleur les inquiète plus pour leurs bêtes que pour eux-mêmes. On les voit moins souffrir quand même, je pense qu'elles s'adaptent. Ouais, mais demain je pense que ce sera pire. Dans la cabine de son tracteur, il n'a même pas allumé la climatisation. Thierry Barbet supporte bien la canicule. Ses blés en revanche sont en train de griller. On commence à voir des zones blanches, c'est les endroits où il y a un peu moins de terre en fait. Et là, les céréales sèchent déjà, prématurément. Donc il ne faut pas que ça continue trop longtemps, quoi. Il faudrait que ça s'arrête. La Mayenne et l'Ille-et-Vilaine sont en vigilance orange, canicule. Et pourtant, de nombreux travailleurs sont dehors. Marilyn Jolaine n'a pas décalé sa tournée. Bonjour Madame Allier. Bonjour Marilyn. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez bu aujourd'hui un petit peu? Oui. Là, je vois que vous avez votre verre d'eau. Même pas envie. Eh bien, buvez-le un petit peu. La chaleur occupe la conversation. Vous restez bien dans le frais. Ce soir, peut-être manger des choses fraîches. Oui, Ouais. pour que ça descende bien. Voilà. Voilà. Ne pas oublier de s'hydrater, ni de s'alimenter. Vous avez des framboises. Ça fera du bien, bien fraîche. La personne vieillit, on ne ressent pas la soif. C'est exact. Et du coup, il faut insister, proposer, et vaut mieux boire des petites quantités et fréquemment. Et plus souvent. Et plus souvent, tout à fait. Dans cette déchetterie, les horaires ont changé. Les agents n'ont travaillé que le matin. Toute dernière là-bas. Idem pour la collecte. Ce matin, on a commencé à 6h au lieu de 8h. On va finir plus vite cet après-midi. Il vaut mieux parce que c'est pénible. Ah bah c'est pénible, oui, il fait chaud. Avec ces chaleurs exceptionnelles dans le Grand Ouest, plusieurs mairies ont déjà annoncé le report ou l'annulation d'événements prévus ce week-end. Figure emblématique des manifestations pro-palestiniens sur le campus de l'université Columbia, Mahmoud Khalil a été libéré dans la soirée du vendredi après plus de 3 mois de détention. Un juge fédéral s'est opposé à la position de l'administration Trump et a ordonné sa libération. France 24. La fin de 104 jours de détention pour l'activiste Mahmoud Khalil, devenu la figure emblématique des manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains. La décision de justice est tombée. Le jeune homme de 30 ans, né en Syrie de parents palestiniens et étudiant à l'université de Columbia, va pouvoir retrouver sa famille et son tout jeune fils, né pendant qu'il était en prison. Même si la justice a gagné, cette décision aurait dû arriver depuis longtemps. Ça n'aurait jamais dû prendre 3 mois. Je laisse derrière moi des hommes incroyables, plus d'1 millier de personnes, dans un endroit où ils n'auraient jamais dû se trouver. Personne ne devrait être écroué pour avoir protesté contre un génocide. Arrêté le 8 mars dernier par la police fédérale dans sa résidence universitaire à Manhattan, Mahmoud Khalil avait été écroué au motif qu'il posait une menace sérieuse pour la sécurité des États-Unis.
Un article de loi jamais utilisé auparavant contre un titulaire d'un permis de résidence. Un juge du New Jersey a renversé la donne, démontrant que le gouvernement américain n'avait pas de raison valable d'emprisonner ou de déporter Khalil. La justice finira par l'emporter. Peu importe ce que l'administration Trump tente de faire croire en présentant les immigrés comme des criminels. Ce n'est tout simplement pas vrai. Et il faut continuer à se battre contre cette administration. Les manifestations pro-palestiniennes sont dans le viseur de l'administration Trump qui a infligé de sévères coupes budgétaires à toutes les universités concernées. Columbia s'est ainsi vu retirer 400 millions de dollars de subventions fédérales, au motif avancé par Donald Trump qu'elle n'en ferait pas assez pour contrer l'antisémitisme sur son campus. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite, l'intégrale de Fent après ce journal. Au revoir et à demain.